Bonjour, et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Excast. Qu'il s'agisse des puissances publiques, apeurées à l'idée d'être dépossédées de certaines de leurs fonctions, des PME, craignant les contraintes posées par le RGPD, ou encore de l'internaute qui voit progressivement s'effondrer les frontières entre sa vie privée et sa vie publique, les données inquiètent. La bataille pour la gouvernance des données se joue aujourd'hui à l'échelle de l'Union européenne, et c'est pour cet épisode, consacré au marché européen de la donnée, que nous accueillons aujourd'hui Céline Castérenard, professeure rattachée aux universités d'Ottawa et de Toulouse. Alors en 2020, vous publiez un ouvrage intitulé Droit du marché unique numérique et intelligence artificielle, dont le but est de faire sens de dispositions parfois éparses de l'Union européenne. Pour tous nos auditeurs qui ne seraient pas au courant des enjeux posés par ces problématiques, pourriez-vous nous expliquer l'apport d'un marché unique des données, notamment au regard de l'intelligence artificielle ? Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de me recevoir. C'est un vrai plaisir de discuter avec vous. Oui, effectivement, le marché des données est un enjeu aujourd'hui puisque, on sait que les données, ont une véritable valeur, qu'il s'agisse de données à caractère personnel, ou pas, et on sait que les systèmes d'intelligence artificielle ont besoin de données pour pouvoir, apprendre, pour pouvoir, ce sont, avant tout, pardon, des données d'apprentissage, mais aussi ensuite pour pouvoir être, déployés, développés sur les marchés. Donc la donnée est, finalement, de l'essence même des systèmes d'intelligence artificielle. Encore une fois, à la fois pour la recherche et développement, mais aussi pour, ensuite, le déploiement, avec pour particularité, la nécessité de continuer à nourrir ces systèmes d'intelligence artificielle, à nourrir de données en temps réel, pour que l'interaction, homme-machine puisse se faire, en temps réel finalement, et puis se faire, dans le détail. Et donc l'Union européenne effectivement s'intéresse à la donnée depuis un petit moment déjà, depuis plusieurs années, avant même de s'intéresser à l'intelligence artificielle, puisqu'on le sait, le RGPD, le Règlement général de protection des données, en Europe, a été adopté en 2016 et entré en vigueur en 2018. Mais le projet, date de 2012 puisque, la proposition, de la Commission européenne, a été faite en 2012. Donc ça fait quand même déjà, plusieurs années que les données sont au cœur des réflexions, et bien sûr, encore avant, la directive de 95, visait, la protection des données à caractère personnel, donc avant d'être supprimée par le RGPD, avant d'être remplacée par le RGPD. Donc la donnée, est au cœur, des réflexions de l'Union et du droit de l'Union, depuis longtemps, et en plus de ce RGPD en 2018, la même année, l'Union européenne a aussi adopté un texte la circulation, le principe de libre circulation des données non personnelles, dans l'idée justement d'avoir des données de bonne qualité, pour encourager les systèmes d'intelligence artificielle. Il faut noter, aussi que, plus récemment, encore, l'Union européenne, la Commission a fait une proposition de règlement à la fin de l'année, 2020 sur la gouvernance européenne des données, donc sur la façon de bien profiter de ces données, de partager ces données, qu'il s'agisse de données à caractère personnel ou pas. Et j'ajouterai un autre élément de la politique de l'Union européenne, l'open data, ou la transparence, gouvernementale, qui, effectivement est aussi une politique, sur la réutilisation des données publiques, sur l'accès, la réutilisation de ces données. Et là, on a eu une succession de plusieurs directives en 2003, en 2013 et modifiées encore plus récemment, en 2019. Donc c'est vraiment toute une politique, de l'Union, en faveur de l'accès aux données, du partage de la donnée, de la qualité de la donnée, en vue finalement d'encourager, l'innovation et en particulier les systèmes d'intelligence artificielle. On voit l'Union européenne aujourd'hui légiférer énormément en cette matière. Quel en est l'enjeu? C'est-à-dire, de quel danger essaye-t-on de nous protéger concernant le traitement de données? Alors, vous avez raison, il faut absolument distinguer les données personnelles des données, enfin des données à caractère personnel, des données qui ne sont pas à caractère personnel, étant entendu que la définition est large, donc c'est pas non plus très facile de savoir toujours, comment qualifier les données.
puisque ce sont les données qui permettent d'identifier ou de rendre identifiables directement ou indirectement les personnes. Et donc, à partir du moment où on rentre dans cette catégorie-là, bah, il faut protéger spécifiquement les données à caractère personnel. Et aujourd'hui, concrètement, ça veut dire qu'il faut respecter le RGPD. Et c'est vrai que comme on tient compte aussi de la combinaison des données, du croisement des données, ça veut dire que c'est des données qui, a priori, ne sont pas identifiantes vont pouvoir le devenir. Et donc, par rapport aux dangers que vous soulevez, bah, un des premiers dangers, je dirais, ce serait d'abord de collecter des informations qui, a priori, ne sont pas identifiantes, mais qui le deviendront dans le temps, par croisement des données, au travers des traitements de big data, ce qu'on appelle des traitements de données massives. Donc ça, c'est un danger important, c'est que dans l'hypothèse où en amont, à l'origine, la donnée n'aurait pas été protégée comme il faut parce qu'elle aurait été mal qualifiée, mal identifiée. C'est le premier danger que je vois. Le deuxième danger que je vois, c'est que même dans l'hypothèse où les données sont bel et bien qualifiées de données à caractère personnel, bah, c'est d'être sûr que les mesures prévues par le RGPD soient bel et bien respectées. C'est un texte assez complexe et assez lourd et assez difficile à mettre en œuvre parfois pour les entreprises. Et on n'a pas toujours la garantie que le texte soit bel et bien respecté, en partie dans un environnement numérique qui est dominé par des entreprises qui ne sont pas européennes, mais américaines, comme on le sait. Donc le danger, c'est effectivement que ces données soient utilisées en dépit de l'existence du RGPD et se pose la question de son efficacité en dehors du territoire de l'Union européenne, même si on prévoit des règles d'extraterritorialité et même si on prévoit que les entreprises américaines sont soumises à ce règlement, ça n'est pas simple d'en garantir le respect. Le troisième point que je verrais, c'est des dangers concrets quand on utilise des données à caractère personnel. Bah, c'est le fait de pouvoir usurper l'identité des personnes si les données ne sont pas bien protégées, donc des risques liés à des attaques cyber et à des réutilisations pour des actions criminelles, par exemple, ou au travers de l'usurpation d'identité. La revente des données, la revente de données sensibles comme des données bancaires ou des données de santé, et évidemment après la perte de toute intimité, toute sphère d'information personnelle, si on s'attache au fait que les données à caractère personnel protègent aussi l'identité des individus et protègent d'autres droits fondamentaux d'ailleurs que la vie privée. Ça peut porter atteinte évidemment des questions d'opinion ou de liberté d'expression, dès lors que des informations intimes, personnelles sont diffusées par exemple sur internet. Vous avez évoqué la revente des données personnelles. Comment sommes-nous arrivés à cet état de patrimonialisation et de commercialisation de la donnée? Comment s'organise concrètement cette circulation? Et, euh, et comment les acteurs privés parviennent-ils à en tirer profit? Alors, comment on est abouti à cet état de fait? C'est un peu difficile, de répondre à cette question, mais parce qu'on finalement, c'est un constat aujourd'hui que même si on parle de données à caractère personnel et même si on parle de droits fondamentaux et même si, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 8, protège les données personnelles comme étant un droit fondamental, il faut voir que c'est pas une vision, partagée par l'ensemble des pays dans le monde et en particulier, aux États-Unis puisqu'il faut quand même regarder beaucoup du côté des États-Unis puisque les principaux acteurs sont américains. Aux États-Unis, on ne reconnaît absolument pas, le fait que la protection des données personnelles soit un droit fondamental. On reconnaît, une certaine vie privée, une certaine privacy, sur le fondement du 4e amendement, à la faveur des interprétations de la Cour suprême, mais avec toujours des cadres, des contextes et des circonstances, et des conditions, ce qui fait que c'est pas non plus un droit, largement, reconnu. Et ensuite, il faut aussi considérer que, ben, face, aux États-Unis, on a affaire au fédéralisme et à des lois étatiques aussi différentes et à des constitutions aussi qui reconnaissent plus ou moins la vie privée. Donc c'est pas, le fait de reconnaître, la vie privée ou la protection des données personnelles comme droit fondamental ou comme droit supérieur, comme droit constitutionnel,
n'est pas une valeur partagée par tous. Donc déjà, c'est un premier constat qu'on peut faire et donc à partir de là, la protection de ces données personnelles n'aura pas la même ampleur, la même vigueur, partout dans le monde et en particulier aux États-Unis, la donnée, personnelle ne sera pas protégée à ce niveau-là, à cette hauteur-là. D'autant plus que si on regarde les textes de loi, donc cette fois-ci, si je considère le droit fédéral et plus le droit constitutionnel, le droit fédéral législatif et le droit, étatique, législatif, si on regarde ces lois, on voit que, les principes, le plus souvent sont des principes de libre circulation des données personnelles et ce n'est que si des lois spécifiques sont prévues, ce n'est que dans ces hypothèses-là que les données personnelles seront protégées avec des circonstances très particulières, certains types de données qui vont être, limitativement énumérés, certains acteurs qui vont être limitativement énumérés et donc c'est une approche de niche, de protection sectorielle, contrairement, au droit européen où la protection est dite omnibus et large et va s'adresser aussi bien aux acteurs privés qu'aux acteurs publics, dès lors qu'on est en matière civile et commerciale, s'il s'agit du RGPD ou en matière pénale, par application de la directive, européenne du même jour. Donc en fait, en droit européen, on a une protection large systématique et le principe est celui de la protection des données personnelles. Aux États-Unis, c'est vraiment l'inverse, c'est le principe de la libre circulation des données sous réserve de lois particulières qui prévoiraient autre chose. Donc à partir du moment où, en droit américain, on n'est pas dans une loi particulière qui prévoit la protection des données, on est sur un principe de libre circulation et donc, libre utilisation de la donnée et donc c'est ce phénomène-là qui a encouragé la patrimonialisation et la commercialisation de la donnée, qui est un bien ordinaire finalement dans ce contexte-là. C'est un bien immatériel ordinaire et pas spécifique, qui mérite une protection. Donc c'est un état de fait, qui vient des activités, des acteurs américains qui s'est imposé partout dans le monde puisque le numérique étant, une activité internationale, nécessairement ça s'est imposé de fait, en dépit de ce que l'on protège en Europe et c'est bien pour ça qu'il a fallu réformer, la protection des données. C'est bien pour ça qu'il a fallu, adopter le RGPD pour essayer de contrer, ces valeurs et ces activités et ces marchés en fait créés par le droit américain. Et c'est par ce biais-là aussi qu'on a vu apparaître des data brokers, des entreprises de vente de données, et des marchés de vente de données, ce qui était une activité qu'on ne connaissait pas en Europe, puisque c'était un petit peu contraire au principe même de protection des données personnelles. Donc je dirais qu'on a abouti à cet état de fait parce que, le marché s'est créé par les Américains, parce que l'esprit et le régime de protection étaient différents. Alors, vous avez évoqué les États-Unis, et l'un des plus grands scandales ayant secoué ce territoire était celui de Cambridge Analytica. Le RGPD, entré en vigueur en 2018, nous protège-t-il d'une telle utilisation de nos données à des fins politiques? C'est c'est une excellente question, assez difficile, je pense d'ailleurs que c'est sûr même, hein, certainement que des acteurs, des personnes, situées dans l'Union européenne ont été impactés par la collecte de données par Cambridge Analytica et c'est vrai que Mark Zuckerberg a été entendu aussi par les institutions de l'Union européenne par rapport à cette affaire, mais il n'y a pas eu vraiment beaucoup de suite, ni d'ailleurs, ni en Europe, ni au Canada, ni aux États-Unis. Donc, ça n'a pas entraîné beaucoup de changements, à part peut-être quelques paramétrages différents de la plateforme, mais ça n'a pas entraîné un changement spectaculaire du point de vue de la loi. Donc, pour répondre à la question, dans cette affaire Cambridge Analytica, euh, c'était justement le paramétrage de la plateforme qui permettait à des entreprises tierces d'accéder aux données de la plateforme. Donc finalement, c'est Facebook, en tant que responsable de traitement, qui a laissé faire un tiers pour accéder à ces données, soit parce qu'il l'a ignoré pendant toute une période, soit parce qu'il n'a rien fait à partir du moment où il l'a su. Et donc, on pourrait dire, si on essaie de plaquer le raisonnement du RGPD, on pourrait dire que Cambridge Analytica était de fait un sous-traitant, même si ce n'était pas forcément de droit, ou en tout cas, même si outrepassait ses droits. Et donc, on peut penser qu'il y aurait une co-responsabilité de Facebook en tant que responsable de traitement et Cambridge Analytica en tant que sous-traitant, dans la mesure où il n'y a pas eu de fondement légal très clair au traitement des données à caractère personnel, puisque les consentements des personnes étaient largement outrepassés
RGPD et qu'il n'y avait pas d'autres fondements justifiant la collecte de données personnelles. Évidemment, tous les principes de minimisation, de nécessité, de finalité n'étaient pas respectés. Donc, tous les principes directeurs du RGPD n'étaient pas respectés. Donc, on peut penser qu'on aurait pu sanctionner sur ce fondement-là. Et finalement, comme je le disais, il n'y a pas eu beaucoup de suite en Europe à cette affaire-là, alors qu'on peut penser qu'il y avait quand même des données d'Européens qui devaient être concernés. Donc, à la réponse, est-ce que le RGPD nous protège? Dans le texte, oui. Dans les faits, sûrement que non. Le RGPD encadre l'utilisation des données personnelles, mais parallèlement, l'intelligence artificielle inquiète énormément le droit. Celle-ci nécessite une base de données pour se développer. Ainsi, est-ce que le RGPD est adapté aux problématiques juridiques posées par l'intelligence artificielle? Alors, c'est une bonne question de relier finalement le RGPD à la question de l'IA et des systèmes d'intelligence artificielle parce que il faut bien réfléchir aux objectifs du RGPD et à ce qu'est l'intelligence artificielle pour savoir si le texte finalement est adéquat par rapport à ce qu'est l'intelligence artificielle. Je dirais d'abord que le RGPD, c'est un règlement de protection des données personnelles, c'est pas un règlement de protection des systèmes d'IA ou qui vise spécifiquement les systèmes d'IA. Donc on peut pas reprocher au RGPD d'être insuffisant ou de pas bien prendre en compte le problème. Donc déjà, je dirais que s'il y a une rencontre entre le RGPD et les systèmes d'IA, bah, il y a une rencontre en amont dans le fait que, comme je le disais au début, beaucoup de données sont nécessaires pour déployer l'IA, mais les systèmes d'IA en eux-mêmes vont être pris en considération qu'à la marge dans le RGPD. On pense bien sûr à l'article 22 sur la prise de décision automatisée et sur le droit de ne pas faire l'objet d'une prise de décision automatisée qui serait enfin, des décisions qui seraient exclusivement prises par un système automatique et qui auraient un effet négatif sur les personnes. Avec quand même un principe, le principe de ce droit qui reçoit quand même beaucoup d'exceptions qui, à mon avis, sont extrêmement larges et qui vident un petit peu de son principe, enfin de son impact, le droit de ne pas faire l'objet d'une décision automatisée. Donc, c'est un aspect important qui est très souvent cité, repris dans d'autres législations d'ailleurs ailleurs dans le monde. Hein, d'autres législations qui concernent la protection des données personnelles incluent la question des décisions automatiques. C'est le cas par exemple en ce moment au Canada où il y a deux projets de réforme qui concernent la loi fédérale sur le secteur privé à l'échelle canadienne et une autre loi qui concerne la province du Québec, qui intègre des mesures sur les décisions automatisées et l'utilisation des données personnelles. Donc, je pense que c'est une tendance qui se confirme ailleurs de faire ce lien entre les données personnelles et les décisions automatiques qui concernent les individus. Mais les systèmes d'IA, évidemment, sont bien plus larges que ces simples prises de décision automatiques sur les individus. Et il faut aussi pouvoir, à mon avis, encadrer l'IA beaucoup plus globalement quand l'IA est utilisée, par exemple, dans un processus industriel ou quand on prend des décisions sur un groupe de personnes et pas à l'encontre d'un individu. Parce que c'est la grande limite évidemment du RGPD, c'est qu'on s'intéresse aux individus et on accorde des droits aux individus, mais on ne considère pas les groupes. Et on sait qu'un des risques liés au système d'IA qui aurait été mal entraîné ou qui ne disposerait pas de données suffisamment diversifiées, des données d'entraînement suffisamment diversifiées, on sait que l'un des dangers par rapport aux résultats produits est celui de la discrimination et des biais de genre, des biais raciaux, des biais ethniques, etc., ou des biais économiques. Et donc, le RGPD ne peut pas bien, à mon avis, répondre à ces problèmes-là parce que on vise l'individu, la protection de l'individu, on ne vise pas la protection du groupe. Et à mon avis, par ailleurs, les réglementations sur la discrimination ou sur la lutte contre la discrimination sont utiles, sont un point de départ, bien sûr, sur lesquels il faut s'appuyer, mais je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin dans le déploiement des systèmes d'IA. Et c'est ce qu'envisage de faire de toute façon l'Union européenne. Elle envisage une réglementation sur les systèmes d'IA à haut risque, ceux qui ont un impact important, possiblement sur les individus, que ce soit du point de vue d'un préjudice moral ou d'un préjudice physique, matériel.
Effectivement, il va falloir une réglementation supplémentaire. Le RGPD ne suffira pas. Alors, sur un sujet beaucoup plus d'actualité, en 100 jours, l'application allemande Corona Warn App a été téléchargée plus de 18 millions de fois. En 100 jours, l'application française Stop Covid avait été téléchargée seulement 2,5 millions de fois. On voit une vraie réticence à l'égard de l'application Tous Anti-Covid et anciennement Stop Covid. N'y a-t-il pas là une forme d'hypocrisie ? C'est-à-dire que l'on fait confiance à l'État avec nos données personnelles dans le cadre de la sécurité sociale, de l'État civil, mais cette confiance s'arrête-t-elle au téléchargement d'une application ? Là aussi, c'est une très bonne question. On s'est beaucoup posé on s'est beaucoup interrogé sur l'efficacité de ce type de dispositif à partir du moment où on envisageait que possiblement, une grande partie de la population ne la téléchargerait pas et les faits, ont confirmé, hein, effectivement, elle a été peu déployée, peu téléchargée, parce qu'il y a un problème de confiance effectivement et d'acceptabilité sociale et je pense que le maître mot en matière d'IA, c'est l'acceptabilité sociale et je pense il y a plusieurs facteurs qui peuvent, accompagner cette acceptabilité sociale. Ça passe bien sûr d'abord par l'information, par, l'explication, par, la transparence sur les outils, utilisés, sur ce qu'on fait, ce qu'on collecte, pourquoi, qui a accès aux informations et en quoi, aussi on peut espérer une amélioration de la situation sanitaire. Je pense que par rapport à ce type, d'application, il manque à mon avis, une preuve de l'efficacité. Parce qu'on sait que ces dispositifs, sont pas tout à fait fiables pour, tout un tas de raisons et donc au final, les individus se disent qu'il n'y a pas vraiment de raison de télécharger une application qui serait pas fiable et sur laquelle on pourrait pas se reposer, complètement. Je pense qu'il y a une réticence de ce point de vue-là, sans parler bien sûr du fait qu'on se méfie toujours de la collecte d'informations. On sait que les téléphones nous suivent partout, donc on peut évidemment savoir où on est allé et on sait que la géolocalisation donne énormément, d'informations sur les habitudes, de la population, sur ses opinions, éventuellement sur ses pratiques, religieuses, opinions politiques et cetera. Donc ça touche à beaucoup d'autres, droits fondamentaux. Donc on sait qu'il y a beaucoup de réticences par rapport à la collecte de ces informations. Mais je pense, à mon avis quand même que la question de l'efficacité est quand même important. On ne peut pas, à mon avis, convaincre la population, d'utiliser un outil si on a des doutes sur l'efficacité et il y a forcément des doutes sur l'efficacité à partir du moment où, tout le monde ne possède pas de téléphone portable et tout le monde ne peut pas, télécharger l'outil. On sait qu'on ne peut pas atteindre 100 de la population, donc est-ce que ça reste, un outil important? Est-ce que ça reste un outil utile? Je pense que la question se pose et d'un autre côté, on ne s'imagine pas non plus imposer, ou rendre obligatoire ce type d'outil. On se retrouve un peu au milieu du gué. C'est pour ça que la confiance et l'acceptabilité sociale est importante à ce moment-là. Mais je pense qu'il faut quand même bien expliquer, l'outil encore une fois, expliquer le type de données qui sont collectées, pour qui, pourquoi et je suis pas sûre que cet effort pédagogique ait été fait et je pense aussi qu'il y a, des différences culturelles entre l'Allemagne et la France, c'est sûr, et qu'en France, on a toujours des réticences, par rapport à l'État et si les fonctions régaliennes que vous mentionnez, on fait confiance pour les fonctions régaliennes, mais au-delà, on a un petit peu du mal à donner encore plus d'informations, à l'État, même s'il y a une certaine hypocrisie parce qu'on donne assez facilement ces informations à des acteurs privés, au travers des applications de nos téléphones. C'est pas forcément rationnel en fait, hein, cette méfiance, cette confiance, mais la confiance, ne se décrète pas, elle se gagne et donc il faut, que l'État, se justifie aussi dans la démarche de collecte d'informations. On remercie Madame Castérenard d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les liens pertinents dans la description de cet épisode. Et pour tous nos auditeurs, on se retrouve dans 2 semaines pour un dossier spécial consacré à l'avenir du secteur bancaire en compagnie de Maître Laurent Denis. À bientôt!